Et salut à toi, c'est Guillaume de la Chain. On se retrouve pour une vidéo qui pourra peut-être paraître contradictoire, paradoxale par rapport à ma position actuelle bullish, mais je vais t'expliquer tout ça dans les minutes qui vont suivre. Alors, je m'appuie sur un article qui date du 1er octobre, que c'est mon tout dernier article sur Medium. D'ailleurs, n'hésite pas à aller le voir, t'as ça dans ma bio. Le truc, c'est que plus ça va péter, tout simplement, au niveau du S&P, peut-être de nouveau de l'or. J'en parlerai dimanche de manière plus approfondie. Mais tout ça pour dire que plus on rentre dans une phase haussière violente, plus le retracement va être violent. Et le marché baissier aussi. Mais il y a aussi d'autres éléments qui font que tout ça pourrait être exacerbé. La tendance baissière pourrait être exacerbée. Et c'est ce que je mets en avant dans l'article. Alors il est assez long, mais j'ai envie de voir quand même les points les plus importants, au niveau macro aussi, qui me laissent penser que ça va pas être très beau 2026, encore une fois. Alors ça peut être pas forcément dès le 1er janvier 2026 maintenant, on peut avoir un blow-off top qui dure jusqu'à même mi-janvier, fin janvier, peut-être un petit peu débordé sur février, voilà, on va voir. Mais tout ça pour dire qu'à un moment donné, ça va craquer. Et aussi, je tenais à dire une chose, c'est que même si les cryptos n'ont pas forcément pété, enfin il y a quelques cryptos qui ont pété, quelques shitcoins par-ci, quelques meme coins par-là, ok. BTC, bon, a fait son x8 à peu près depuis le plus bas du marché baissier, depuis le dernier yearly cycle low. Ok, mais globalement, ça n'a pas été foufou pour les personnes qui ont un petit capital, du style 3 chiffres, 4 chiffres, quoi. Et donc, là, ce qu'on remarque sur Twitter, peut-être même sur YouTube, mais sur Twitter, on peut le voir quand même assez souvent maintenant, c'est la frustration et le fait de dire non, bah déjà, soit il n'y aura pas de blow top, ou alors on va péter jusqu'à mi-2026, le S&P va taper les 8000, 9000, 10 000, enfin, il va plus s'arrêter. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Et je pense que entre 2021 et puis derrière le bear market 2022 et maintenant le fait que beaucoup de gens attendaient telle et telle chose mais au final ça ne s'est pas déroulé comme prévu. C'est ça la réalité, c'est qu'on a beaucoup de gens avaient des attentes, j'avais des attentes aussi mais voilà, le fait est que on a affaire à quelque chose d'assez inédit encore une fois et on peut dire qu'à chaque cycle haussier c'est inédit, il y a des choses inédites. Eh bien, on se retrouve dans une situation assez délicate. Donc allez, sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet. Donc premièrement, je parlais du PCI et du CPI. Et pour faire simple, c'est ça qu'il faut retenir. L'inflation, elle peut rester élevée même quand l'énergie et les biens baissent. Et ces derniers représentent 35% du CPI. Donc on peut dire oui, l'inflation, encore une fois, est collante. Elle est là. Mais non, en fait. Il faut se projeter et il faut voir les choses sous un autre angle. Et là, on se rend compte que le CPI est en fait assez mauvais pour anticiper les baisses ou les hausses d'inflation. Voilà. Donc là, je dis bien, le CPI est mesuré à partir des données du logement, pas de l'inflation réelle. Voilà. Donc, et c'est pourquoi à chaque dimanche, je mets en avant cet élément, le ALNRI, le Apartment List National Rent Index, parce que si on traque ce métrique, on se rend compte qu'on est déjà en passe de se rapprocher de zéro, voire passer en dessous. En fait. Et c'est déjà arrivé, et ça va probablement arriver donc en 2026, avec un DXY qui plonge, et tout ça quoi. Pas qui plonge justement, qui explose à la hausse. Donc on risque d'avoir, ça on verra pareil dimanche, de nouveau, mais on risque donc d'avoir un DXY qui chute là. Donc ce serait bien finalement pour ce blow-off top de fin d'année, ce serait beaucoup plus facile à gérer aussi selon moi. Mais derrière, une fois qu'on aura trouvé notre plus bas, eh ben là c'est parti, ça va péter. Et c'est pour ça que je parle de déflation. Et je suis pas le seul à parler de déflation. Et ce sera très mauvais pour le S&P, pour l'or, pour BTC, pour les cryptos, n'en parlons pas, et tous les shitcoins et tout le blabla, ça va être désastreux. Et c'est pour ça que je parle de purge d'ailleurs. Donc voilà, je passe ces éléments, mais encore une fois, n'hésite pas à aller prendre le temps de lire, ça ne te prendra pas 3 heures.
et au moins tu auras les données précises. Ensuite, la courbe du chômage, j'en parle. Bon, le niveau de chômage en augmentation constante, pardon, le U6. Et on a des retards de paiement comparables à 2008. Donc on voit là que la tendance commence à repartir à la hausse. Et puis là, pareil, on a quelque chose d'assez alarmant comme données. Donc, que dire de plus à ce niveau-là, je ne sais pas, mais ça converge vers une situation difficile, là aussi. Et bien sûr, depuis 2022, 2023, même 2024, beaucoup disaient ça y est, récession, récession. Dès 2022, 2023, récession. Non, c'est à partir de 2024, on a commencé à voir les prémices, les signes annonciateurs. Et là, voilà, maintenant, 2025, on peut dire qu'on rentre en récession et que, voilà, que ce soit même maintenant le Royaume-Uni, que ce soit la France, que ce soit évidemment l'Amérique du Nord, voilà, clairement là, c'est notable. Et le dimanche, je parle du US 10-year yield donc aux États-Unis, mais là, je parlais de celui de la Chine. Et qu'est-ce qu'on marque? Pareil, c'est clairement, la tendance est clairement baissière. Donc là, j'ai voulu aller voir ce que ça donnait. Et au final, boum, là, on était au moment de l'article. Voilà, j'avais mis, on était là. Mais on se rend compte que non, il n'y a pas de rebond notable. Et là, on est déjà en train de roll down. Bon, ça laisse penser qu'on pourrait peut-être même aller encore un peu plus bas, peut-être revisiter là les plus bas de début d'année 2025. Donc ouais, c'est pas beau non plus. Et donc tout ça indique qu'on va de nouveau avoir une inondation de liquidités, mais pas n'importe comment, en créant de la pseudo-monnaie à partir de rien. Et comme on voit, par exemple là pour la masse monétaire en Chine, M2, voilà. Et plus ça chute, plus à la fin il ne leur reste plus qu'une seule option, c'est l'impression monétaire à foison. Donc ça... voilà quoi. C'est... c'est dingue quand même. C'est dingue ce qu'ils font. Ensuite, je parle d'une dichotomie marquée entre les marchés financiers et l'économie réelle. Donc, il existe d'autres signes interpellant comme la différence entre le GDP et le core GDP. Le S&P 500 continue d'enregistrer des plus hauts, mais comment se porte le consommateur lambda? C'est ça la question. Je te laisse aller voir tout ça. Et pas rassurant non plus. Fed's rate cuts. Donc là où on en est, bon, on a eu notre cut le 29 octobre. Et donc le 10 décembre, d'ici 2 semaines à peine, là on est à 85-86% de probabilité de cut une nouvelle fois. Mais c'est normal, ils n'ont plus le choix. Le US 10-year yield continue de marquer des plus bas sur plus bas. Donc voilà, la Fed elle a juste pas le choix. Et pas grand chose d'autre à regarder si ce n'est encore une fois les rendements du bon du trésor sur 10 ans et sur 2 ans aussi. Mais 10 ans c'est d'autant plus inquiétant quoi. Quand ça chute, mais comme je viens de dire il y a un instant, comme dans le cas de la Chine. Et j'ai déjà dû expliquer une fois, mais je vais le répéter maintenant. Plus on chute au niveau du rendement, et bien paradoxalement, parce que c'est un peu contre-intuitif, ça peut être contre-intuitif, mais il y a de plus en plus de demandes en fait. Plus ça chute, plus ça signifie qu'il y a de la demande, parce que les investisseurs voient donc que l'économie commence à montrer des signes de faiblesse, de sérieux signes de faiblesse, et donc se réfugient dans un bond du trésor à long terme. Donc un rendement, sauf que plus ça va, plus le rendement est faible. Donc ça en devient même inutile quoi. Parce que bon là c'est la Chine, mais faut voir, je sais plus là de mémoire le US 10-year yield, mais il doit être quelque part par là. Oh, ouais, je l'ai pas sous les yeux là. Je pourrais le regarder, mais c'est sûr que là il est bas par rapport à il y a quelques mois, voire quelques années. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce que fait la Fed? Elle baisse les taux directeurs pour justement favoriser l'afflux de liquidités sur les marchés et petit à petit revenir sur du quantitative easing, augmenter son bilan pour en fait pouvoir
jouer à l'hélicoptère money, quoi. Là où il faut balancer la liquidité, on en balance, mais ça va surtout dans les marchés, et c'est pour ça qu'après, ça tombe dans les mains de personnes qui vont plutôt balancer ça dans le S&P, dans l'or, dans... Enfin, le S&P, encore une fois, comme je dis le dimanche dans la série Bitcoin Yearly Cycle Low décembre 2026, on risque justement d'avoir une période de plate pour le S&P. Donc même dans ces cas, ça dépend. Là, ce seront plutôt les commodités qui vont en bénéficier de l'afflux de liquidité qui va arriver là prochainement. Mais voilà, tout ça pour dire qu'à la fin, la Fed n'a plus d'autre choix que d'utiliser son arme ultime, son arme qui fait beaucoup de dégâts sur différents plans, c'est l'impression monétaire. Et c'est moche. Mais heureusement, il y a Bitcoin. Heureusement, Dieu merci, il y a Bitcoin. Bon, ça, c'est dit. Donc, après ce point très important, ce que je répète depuis maintenant un an, voire plus environ un an, je pense, maintenant, c'est que lorsqu'on a un pivot de la Fed, quand là, on arrête le quantitative tightening, donc on arrête la contraction et on repasse quelques mois après en quantitative easing, donc l'assouplissement quantitatif et ça y est, hélicoptère money, et bien, le truc c'est que malgré ça, on peut avoir une période de baisse, comme ici, comme ici, comme ici rapidement, et donc là le graphique date un petit peu, parce que là on est un peu plus haut maintenant, mais de même, ici pareil on a eu des pivots, mais on était à des sommets, notamment au niveau du S&P 500 comme à l'heure actuelle, on est sur des sommets et c'est pas maintenant le moment le plus judicieux pour balancer des trillions et des trillions, c'est quand on sera là, après s'être mangé un moins 40, moins 50, moins 60%, c'est là où on balance la liquidité. Et étrangement, bizarrement, étonnamment, ça coïncide en termes de timing avec le prochain yearly cycle low, que ce soit sur l'or, que ce soit sur le S&P, que ce soit sur Bitcoin, et pour peut-être d'autres, mais sur ces trois-là notamment, voilà, ça coïnciderait donc avec fin 2026, parce qu'on arrête là en décembre le quantitative tightening, et 6 à 12 mois après, on reprend le quantitative easing, l'assouplissement quantitatif. Parce qu'on beaucoup là, ça y est, QE is back, to the moon, mais non, il y a un lag aussi. Il y a un lag entre beaucoup de choses. Mais là, il y a un lag aussi entre la fin du QT et le début du QE. Voilà, j'espère que ce sera clair. Ça, j'en parle le dimanche, donc pas la peine de s'y attarder. Mais j'explique là, encore une fois, ce que ça signifie. Donc, parce qu'on a eu un taux à 2 ans qui était supérieur au taux à 10 ans. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire inversion. Donc ça cause une inversion ici. Mais quand on repasse en positif, aïe aïe aïe. Et c'est surtout quand il y a l'accélération. Voilà, on en reparle dimanche. Là, pareil, ce que je viens de dire par rapport au S&P. Est-ce qu'on cut? Voilà, mais finalement, j'ai pas fini le point. Oui, enfin, si, j'ai expliqué, mais tout ça pour dire que quand on cut en phase de... En passe de passer... En passe de passer... sur le point donc de passer en récession, ben là c'est bearish. Mais quand on est sur un slowdown, c'est bon. Là c'est plutôt bullish. Voilà. Le M2, pareil, j'en parle le dimanche. Alors, ça maintenant, ça a pu enfin, on va voir. Tout est possible. Hein. Bon là, on a eu un beau flush qui n'est pas là forcément, c'est pas sur le graphique vu que ça date du 1er octobre. Mais on va voir si on peut finalement combler ce fossé entre les deux, cet écart. Mais bon, dans tous les cas, là c'est pareil pour le dollar américain et données officielles. Hein. Là, on a eu donc notre grosse contraction, notre QT. Et là, on commence à revenir au niveau des sommets. Faudrait regarder là on va faire un petit tour sur actualisé, sur du moins la graphique actualisée. Voilà, on y est. Donc qu'est-ce qu'on peut voir effectivement? Mettre en full screen.
Voilà. Donc on a tapé un ATH. On a tapé un ATH au niveau du ATH sur ATH pour le M2. Et c'est pas fini. Malheureusement, malheureusement, c'est pas fini. Et ça va faire de plus en plus mal. Donc je te recommande encore une fois de suivre la série euh, Bitcoin Yearly Cycle Low décembre 2026. Parce qu'on voit toutes ces données ensemble, on voit l'avancement des choses. Et surtout, on se prémunit. On ne se fait pas paupériser. Et ça c'est génial. Tant qu'on est sur Terre, vaut mieux éviter de se faire paupériser quand même. Allez, revenons à nos moutons. Donc là, pareil, ce n'est pas actualisé. Mais comme j'en parlais au début, euh, on va avoir probablement notre flush vers les 95, peut-être 90. Et après, on va, on va repasser au-dessus de ce pic ici. Et ça va faire mal. Euh, donc le S&P, comme je dis, indique que les carottes sont bientôt cuites. Parce que là, d'ici à ici, on est sur un 40% à peu près. Et du plus bas de fin 2022, on est sur un 100% à peu près. C'est fort pour le S&P. Ça fait un CAGR, je pense, de à peu près 25-30%. Faudrait que je vérifie. Enfin, en tout cas, ça c'est pas un CAGR de 8-10% comme on voit traditionnellement sur une période de 10 ans, par exemple, sur le S&P. Là, on est vraiment sur du bull market bien féroce. Voilà. Donc ici, pareil, je mets en exergue là l'aspect cyclique, mais au final, on a bien eu, on n'a pas eu un flush ou un moustique. C'est bon, je l'ai eu, je sais, les moustiques, j'essaie de se nourrir, j'essaie de nourrir les petits, mais je m'en tape, honnêtement. Je, je préfère mon bien-être avant leur survie. Voilà, c'est dit, c'est clair. Donc ouais, ça a bien pété depuis, et on n'a pas eu de retracement très très violent. Voilà, c'était surtout ici. Mais depuis, c'est vraiment pump it up, quoi. On a donc c'était Camel Finance que je recommande, qui avait mis en avant plein de choses intéressantes, dont ce graphique. C'est quoi cette pub? Je pensais pas. What? C'est étonnant. Première fois que je vois une pub placée comme ça dans l'article. Voilà. Ok. Bon, je reviens. Désolé, putain, c'est vrai qu'il est énorme. Donc plusieurs graphiques qui laissent penser, encore une fois, ce qui nous attend en 2026, ça va être une bonne période de ralentissement économique, also known as recession. Récession, voilà. Donc il y en a plusieurs. N'hésite pas à aller voir tout ça aussi. Je vais pas tout passer en revue, ça prendrait un petit peu plus de temps. J'ai pas envie que la vidéo dure 40 minutes. Au niveau de l'IMO aussi, alors j'étais tombé sur ce graphique. J'ai vu que, alors ça n'avait pas forcément été debunked, mais certains disent que, alors j'ai pas creusé dans le sujet, mais pareil. Pourquoi est-ce que là, boum, on a 2026? Pourquoi? Pourquoi c'est pas 2025? Pourquoi c'est pas 2027? C'est 2026. Et encore une fois, tout converge avec le reste, que ce soit avec l'or, que ce soit avec le S&P, que ce soit avec Bitcoin, que ce soit avec la situation macro, euh, économique, voilà. Donc, et surtout, on voit que le marché est saturé. En tout cas, en France, de ce que j'ai vu, c'est saturé. Les boomers, voilà, ils galèrent à vendre le ribot. Et c'est normal. C'est devenu n'importe quoi. Et aux États-Unis, n'en parlons pas. J'ai discuté avec un mec du Colorado il y a quelques jours, un soixantenaire, et il me disait que là-bas, le loyer mensuel pour un logement pour une personne, je crois qu'il m'a dit, ouais, un T1, ça doit être ça, c'est 2000 $. Et je dis, ah oui, c'est pire qu'en France, parce que pour une personne, je pense que tu peux, en France, voilà, même en ville, tu peux trouver un truc à 600, 800 euros. T'as pas besoin d'être 1000 € au plus si tu vis seul. Mais là-bas, c'est du 2000 $. Enfin bref, tout ça pour dire que y a quelque chose. Il y a quelque chose aussi à ce niveau. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait voilà, une période où justement les prix baissent drastiquement.
Et donc là, on voit quoi? Deep Recession pour l'IMO de 2027 à 2030. Ça me fait penser à au possible Lost Decade du S&P 500, où pareil, on aurait une longue période comme ça, morose, oh là là, ça range, c'est choppy, ça chope, ça chope, ça chope, ça chope, ça chope. Peut-être un peu comme l'IMO finalement. Donc c'est pour ça que les gens IMO là, je sais pas comment faire, je leur souhaite le meilleur, mais je sais pas comment, je ne sais vraiment pas comment on fait pour gérer ce genre de période lorsqu'on est dans l'IMO. Bon, sauf si on a déjà beaucoup de liquidités et qu'on a un plan long terme, j'imagine que ça va fonctionner comme ça. Mais ça doit pas être facile. Plutôt peut-être quand on est agent immobilier où on, on est à ses débuts, il faut faire de la vente. Et s'il n'y a pas de vente, ben il n'y a pas de tellement d'entrée d'argent, quoi. Voilà. Voilà, là j'ai mis aussi vraiment des choses intéressantes à voir. N'hésite pas encore une fois à aller lire tout ça, prendre le temps. La majorité pense le contraire. Là, on avait aussi quelque chose de rassurant. C'est qu'en bleu, on a donc les acteurs du marché qui assez importants. Qui, alors, et pour préciser, on parle donc de quand même d'instit. C'est pas monsieur et madame Michou. Voilà. Donc 66% au moment du sondage qui pensaient qu'on s'apprêtait à vivre un soft landing. 13% un hard landing et en vert no landing. Donc voilà, ça en dit long sur la posture à avoir si on veut être un contrarian, si on veut aller, du moins si on veut éviter de penser comme la majorité. Parce que dans la plupart des cas, la majorité a tort. C'est comme ça, c'est l'ordre naturel des choses. Alors le base case originel, donc ça, alors là vraiment, je ne m'attarderai pas sur ça parce que c'est typique, c'est exactement le sujet abordé donc dimanche, c'est le noyau donc, de mes vidéos. Le cas de l'extended run, top trimestre 1 voire trimestre 2 2026. Donc là j'avais mis un élément intéressant, c'était le MACD, trendline. Donc on voit ici que, enfin, ce que j'avais dit, c'est qu'en gros, si on a une accélération, si on a un blow off top, et bien là, en fait, on croisera bien avant c'était quoi? C'était juillet 2026. Ouais, là on voit pas, mais c'est juillet 2026. Donc, faudrait voir à l'heure actuelle où on en est, mais voilà pourquoi c'est pas mon base case, parce qu'il suffit que là, le prix commence à s'agacer, on va dire. Et tout ça, ça tombe à l'eau, quoi. Enfin, cet indicateur, du moins pour du moyen long terme, c'est pas utile. Pour du court terme, ça peut être utile, mais du moyen long terme, beaucoup moins quand même. BTC Dominance and Alts. Alors, je traite plus le sujet parce que les Alts maintenant, je m'en fous. Mais voilà, ce qu'il faudrait, ce serait évidemment pour que les Alts pètent une dominance qui chute. Ça, tout le monde le sait. Je pense que tu le sais. Pas grand chose à ajouter comme valeur ici. Même si des points. Ça, c'est un point intéressant. Très, très important à comprendre. Et ça, beaucoup l'ignorent. Parmi les personnes qui sont exposées uniquement sur les meme coins, shitcoins, le TH et tout le bazar, ignorent ça, je pense. Ou en tout cas, ne l'ont pas vraiment conscientisé. Ça, il faut le conscientiser. Voilà. Ça, c'est. C'est vraiment le cas où les crypto bros seraient aux anges, mais j'en doute. Maintenant, j'en doute. Et mon portfolio, bon, ça, c'était pas prévu, mais c'est choppy. C'est vraiment choppy, mais l'idée là, c'est de enfin breakout cette résistance. Même si parfois je tape dans la caisse, qui fait que forcément, ben, je pense que si j'avais rien, je n'avais vraiment pas touché du tout à mon folio, ce serait un peu différent quand même. Mais tout de même, il n'y a pas eu de move significatif. Là, à l'heure actuelle, le moyenne d'achat est à 63 000. Donc, si jamais on va jusqu'à 190 000 dollars là en janvier, dans ces eaux-là, ça ferait déjà plus de 100%. C'est pas grand-chose, mais c'est quand même énorme pour moi. Je veux dire, 200%, c'est 200, c'est 1 x 3 quoi. Voilà. Donc, à l'heure actuelle, enfin, au moment où j'avais pris la capture d'écran, je sais plus combien on était. Ouais. Donc, des moonbags, voilà, mais vraiment
On est à quasiment 86% BTC, quoi. Bon, voilà. Je parle pas. Donc là, je vais pas m'attarder sur le reste parce que c'est le Yearly Cycle Low. Encore une fois, le sujet que j'aborde tous les dimanches. Voilà. D'autres indicateurs, notamment le Buffett Indicator. Donc si on divise la capitalisation du marché boursier par le PIB annualisé, voilà, on a 217%. Et c'est un peu élevé quand même. Et là, quand je dis en 2000 c'était 160, en 2008 c'est 110. Voilà. Après, il y a peut-être d'autres facteurs à prendre en compte qui font que c'est peut-être plus passable, mais tout de même. Voilà, d'autres éléments, pareil. Et à la fin, je mets effectivement, en France, c'est chaud. Les PME souffrent, c'est la réalité. Et voilà, c'est surtout l'effet Cantillon. Beaucoup de personnes ont oublié que c'est l'effet Cantillon qui est le principal problème. Enfin, oublié, ignore, simplement. Et ah oui, ouais, comme quoi, hein, même la France, hein, le US 10-year, enfin pas le US, du coup, le French 10-year yield. Voilà. Là, il faudrait aller voir où on en est, mais pour le fun, on va aller voir. Ah, donc, on voit qu'ici, on de la capture d'écran à 3.587, et là, on est à 3.4 points. Donc, on est en dessous. C'est pas, mais on est quand même en dessous, quoi. Donc, ça m'étonnerait pas là qu'il y ait un gros rollover, qu'on chute et que ce soit vraiment alarmant, quoi. Enfin, ça c'est déjà alarmant, mais voilà quoi. Quand on regarde juste ça, on se dit ok, il y a anguille sous roche. La Trinité profane, bon ça c'est un autre sujet. J'ai envie de l'appeler la Trinité profane. Voilà, un sujet que j'aborderai, je pense de nouveau, bientôt, de manière peut-être plus approfondie encore. Ben c'est tout, on a fait le tour, même s'il y a pas mal d'éléments que j'ai sautés, mais ça donne encore plus une bonne idée de ce qui nous attend très probablement dans les prochains mois. Mais c'est une bonne nouvelle, dans un sens, parce que, enfin, c'est cynique de dire ça, c'est assez cynique, parce que beaucoup de gens vont souffrir, beaucoup de gens souffrent d'ores et déjà, mais les personnes qui ont réalisé ce qui se trame là, eh bien, elles vont pouvoir justement bien s'en sortir dans les années à venir. Parce qu'elles ont compris, en fait, là, elles ont compris les règles du jeu, on va dire. Et si elles sont disciplinées, si elles travaillent intelligemment et dur, et en tout cas pendant une certaine période, mais surtout, je pense que le plus important, c'est de travailler intelligemment, eh bien, elles ne se feront pas paupériser, comme j'aime bien dire. Elles ne, elles ne perdront pas, ou du moins, elles arrêteront de perdre leur énergie et leur temps, et elles s'arrêteront de se faire aspirer en fait par la matrice, leur énergie vitale, parce que c'est ça la fin, c'est l'énergie vitale. Les personnes qui alimentent tout ça, elles donnent quoi? Elles donnent leur énergie et leur temps, donc leur vie, clairement. Et donc on peut dire leur énergie vitale. Mais le jour où elles disent non, je refuse, voilà. Après, bon, ça arrive pas comme ça en un claquement de doigts, le processus peut prendre des mois, des années. Mais le plus important, c'est déjà de dire non, je refuse. Et j'arrête de jouer à ce jeu truqué, j'aime bien dire. Donc je le souhaite de tout mon cœur. Et c'est pourquoi je fais ces articles, c'est pourquoi je fais ces vidéos. Et c'est pourquoi je me tue à la tâche maintenant depuis un moment et je vais continuer. C'est le but là, au moins jusqu'à fin 2026, mais je pense qu'après, ce sera toujours intéressant de. Ce sera peut-être même encore plus intéressant après, parce je pense qu'on a encore de belles surprises à découvrir. Mais ouais, c'est quand même un temps assez fou actuellement. Ce sont des temps fous. Donc prépare-toi pour l'Armageddon. N'écarte pas ce scénario en tout cas de de ton plan général. Garde en tête que les choses se portent assez mal. Donc plus on anticipe, mieux c'est. Plus on se prépare, mieux c'est.
mieux on peut réagir et finalement en profiter, même si j'aime pas trop dire ça, en profiter. Mais en tout cas, plutôt surfer. L'idée c'est de surf sur la vague. Voilà, il faut surf. Parce que bon, la vague, de toute façon, elle est là. La vague, elle arrive. Donc là, il y a deux choix. Soit tu te la prends, elle te dézingue. Comme on dit déjà, c'est quoi l'expression? Euh, un, un tonneau ou machine à laver, enfin je sais plus, il y a un truc comme ça. Donc soit c'est voilà l'expérience pas très agréable, soit on prend sa planche et au moins on tente de surfer cette vague. Et si ça passe, parce que là on a une chance, parce que si à partir du moment où on prend la planche et on se décide d'aller surfer la vague, c'est bon, on a fait limite le plus important. Parce qu'on a une chance finalement de prospérer. Parce que quand on surfe la vague, au final, on est trop content. Il y en a qui se la prennent, ils se sont défoncés. Mais toi, t'es sur la vague, wouh! C'est trop stylé, c'est super satisfaisant. Et encore, j'ai jamais surf. Bon, ça viendra peut-être. Mais j'imagine que la sensation doit être très très agréable, très satisfaisante. Donc voilà, j'encourage finalement le monde, et en tout cas les personnes qui regardent cette chaîne. Donc je t'encourage à surf sur la vague. Sur ce, je te dis à très très vite, à dimanche. J'espère que tu seras là pour la prochaine vidéo, le prochain épisode de la série Bitcoin Yearly Cycle Low, décembre 2026. Prends soin de toi, c'était Guillaume de la blockchain. Et à ta liberté.